Mais du coup, merci d'être venu. On se retrouve aujourd'hui à Toulouse, dans le bar L'Heure du Singe, un bar à cocktail. On est en présence du coup de Marquand, qui va co-animer avec moi cette émission. Pierre-Julien Chêne. Donc toi, t'es un ancien N7, promo 2018. En ce moment, t'es docteur en cifre à Airbus Defence and Space en partenariat avec l'ONERA. Tout à fait. Voilà, on reviendra après sur ton parcours. Et Raphaël Morin, d'IRAF, enseignant-chercheur à l'N7, encadrant de thèse aussi pour l'IMFT. Donc là, le thème de notre bretelle, aujourd'hui, ça sera celle de la recherche. On va parler principalement de tout ce qui tourne autour de ça, vu que vous êtes un peu dans le milieu. Ouais, du coup, j'ai eu un parcours assez classique. Du coup, après un bac S, j'ai fait une classe prépa scientifique. Et du coup, j'ai eu l'N7 après les concours. J'ai été dans le département télécommunications et réseaux, qui s'appelle maintenant sciences du numérique. Et j'avais fait une spécialisation sur les réseaux embarqués. Et en dernière année, en plus du diplôme de l'N7, du coup, j'ai fait un master de recherche qui était à moitié à l'N7, à moitié à l'INSA, sur aussi cette thématique des réseaux embarqués. Et pendant mon stage de fin d'études, du coup, chez Airbus Defence and Space, dans le service où je travaille aujourd'hui, j'ai eu une opportunité pour commencer une thèse CIFRE, et c'est comme ça que le projet s'est monté. Donc aujourd'hui, je travaille sur des réseaux informatiques à bord des satellites. Alors j'ai commencé la thèse en novembre 2018, et ça finira en janvier 2022. J'ai eu 3 petits mois de prolongation. Et au quotidien, en fait, c'est des activités de recherche. C'est juste qu'au lieu qu'elles soient menées juste dans un laboratoire, elles sont menées à moitié dans un laboratoire et à moitié chez l'industriel. Ok. Marche. Raphaël, du coup, ton parcours en quelques mots et ce que tu fais maintenant aujourd'hui en tant qu'ancien chercheur. Alors, donc moi j'ai un bac éco, j'ai fait une prépa éco et pas très longtemps. Et après je suis rentré à la fac en physique fondamentale et je suis rentré à l'ENS Lyon sur dossier. J'ai passé 2 ans là-bas et j'ai fait un master 2 à Grenoble. Et après, j'ai fait ma thèse à Grenoble. Donc rapidement, ma thèse, je travaillais sur le transport de sédiments dans les rivières et j'ai développé un code qui couplait de la modélisation de grains avec un écoulement fluide. Ok. Voilà. Ça marche. Donc, point commun entre vous deux, la thèse. Ça peut être intéressant de commencer par toi, Pierre-Julien, qui l'a fait encore actuellement. Du coup, tu es en thèse CIFRE. Est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi une thèse CIFRE par rapport à une thèse conventionnelle? L'idée, c'est que dans le quotidien du travail, tu as un industriel qui participe et qui finance les projets de recherche. Ça arrive aussi dans un aspect académique, mais là, le doctorant au quotidien, du coup, travaille dans les locaux de l'industriel. J'ai l'avancée, du coup, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même des sujets qui sont en général un peu plus appliqués, un peu plus concrets que les projets de recherche académiques. Et donc on n'a pas tout à fait le même type d'échange, le même type d'activité, et c'est assez intéressant. Quand les démarches que tu as fait pour faire cette thèse, elles sont particulières par rapport à une autre thèse. Et puis, qu'est-ce que c'est les démarches en général pour faire une thèse? En fait, c'est assez fastidieux de monter une thèse CIFRE parce qu'il y a 3 dossiers à monter. En fait, il faut à la fois monter un projet avec l'industriel, c'est-à-dire monter une embauche. Il faut monter un contrat de collaboration entre l'industriel et l'académique. Puis après, il y a un dossier avec la partie, on va dire, école doctorale et puis financement, où là, avec l'Association nationale de la recherche, il faut monter un dossier où on montre le projet de recherche, on va dire, qu'on compte faire avec l'industriel et l'académique. Et puis là-dessus, Du coup, c'est plutôt le doctorant qui vient proposer sa thèse ou... Ça dépend. Dans mon cas, ça a été ça. En fait, il y a, par exemple, là, pour le coup, je parle chez Airbus, sur le site carrière, on trouve des offres de CIFRE. Mais parfois, dans mon cas, par exemple, c'est nous qui avons monté le dossier. Ouais. J'ai échangé avec mon chef quand j'étais en stage. Je lui ai dit que j'étais éventuellement intéressé par un projet de recherche. Et c'est comme ça, au fur et à mesure du stage, qu'on a monté le dossier, qu'on a rempli les différents documents et qu'on a fini par réussir à faire une thèse. Ok. Du coup, toi, tu peux nous dire peut-être les démarches pour une thèse, on va dire, classique dans un labo public? Ouais, je peux vous donner du coup, moi, comment ça s'est passé pour moi déjà. Donc en fait, moi je me suis renseigné assez tôt. Quand je me suis réorienté d'éco vers la physique, je savais que je voulais faire de la recherche. D'accord. Donc assez rapidement, quand j'étais en Master 2, en septembre, j'ai été voir les labos autour. Il y a des gens qui proposent des sujets, donc on va les voir. Éventuellement, si on est motivé, on peut essayer d'influer sur le sujet, de proposer des choses. Et c'est quasiment jamais tout balisé, ça n'arrive jamais, mais par contre, il y a plus ou moins d'expérience dans le domaine de la part de l'encadrant et dans le domaine précis dans lequel il va se lancer.
Et du coup, bah après, moi, les démarches pour une thèse comme ça, c'est juste donc il y a des thèses qui sont déjà financées. Où, donc là, la personne te dit j'ai déjà le financement, faut juste discuter avec elle et puis le convaincre que vous êtes le meilleur candidat, quoi, grosso modo. Une fois qu'il te classe Comme une premier. candidature classique, quoi. Ouais, une fois qu'il te classe premier, le sujet il est acquis. Et moi, les autres candidatures qui n'ont pas marché, c'était des candidatures école doctorale, ce qu'on appelait bourse ministérielle. Aujourd'hui, ça s'appelle contrat doctoral établissement. D'abord, les laboratoires classent les sujets. Et ça, c'est important, en fait. Moi, je m'en rendais pas compte. C'est un concours, entre guillemets. Donc, il y a chacun, tu vas défendre ton sujet, tu vas discuter. Il peut y avoir soit un dossier plus un oral. Ça dépend des écoles doctorales. Concrètement, parce que c'est un mot qui fait assez peur, la thèse, c'est quoi une thèse en fait? Ça paraît comme un travail colossal de 3 ans. Qu'est-ce que c'est concrètement une thèse? Donc, je sais pas qui veut commencer. N'hésitez pas à vous battre pour prendre la parole. Ouais, je peux commencer, tu complèteras. C'est grosso modo, déjà il faut le voir, en fait, c'est un projet de recherche. Moi, le truc que j'ai tendance à dire, c'est qu'une thèse, ce qui est difficile quand on se lance dans une thèse, c'est que ça ressemble à rien de ce qu'on a vécu avant. Les stages, c'est un peu plus encadré qu'une thèse où là, Ouais. t'as le champ des possibles un peu devant toi pendant 3 ans. Ouais, donc t'as à la fois cet effet encadrement et à la fois cet effet est-ce que le sujet est balisé ou pas. Ce qui est très difficile quand on part dans une thèse et ce qui est difficile, je trouve, quand on est thésard, moi c'était difficile pour moi en tout cas, c'est le moment où tu comprends qu'en fait, il s'est plus balisé. Ouais. C'est-à-dire que et donc on avance un peu à tâtons. Alors quand t'es chercheur, t'as une idée vague de vers où tu veux aller, tu te dis ouais ça va marcher, c'est à peu près par là. Et c'est là où on attend aussi d'un thésard qu'au fil des années, il prenne en main son sujet lui-même. Donc à la fin, c'est lui le spécialiste du sujet, plus que l'encadrant. Ok. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. L'industriel, il n'a pas forcément cette vision de l'évolution à tâtons, Ok. on va chercher quelque chose, mais on ne sait pas forcément à quoi on s'attend en termes de résultats. L'autre aspect, c'est, oui, il y a un petit peu d'encadrement, parce qu'on sait quand même dans quelle direction on veut aller. C'est ça le jeu de la thèse, quoi. Ok. C'est pas facile. Donc on a peut-être 3 ans devant nous. On commence par quoi? C'est quoi le premier point, la première grande étape? Voilà, alors pour moi, du coup, même si c'est toujours en cours, on a commencé par un état de l'art, c'est la compréhension de où en est la situation autour de notre sujet aujourd'hui. Donc moi, je travaille sur les réseaux embarqués. Bon, ben, j'ai regardé qu'est-ce qui a été fait dans le spatial autour des réseaux embarqués, qu'est-ce qui a été fait dans d'autres communautés autour des réseaux embarqués, avec de la lecture de papiers de recherche. Et après, on commence à chercher dans le domaine de recherche qu'on a identifié, où est-ce qu'il y a des choses qui manquent, par exemple, et où est-ce qu'on peut essayer d'apporter une contribution. Ouais, non, je pense que c'est assez bien, ça résume assez bien Ok. le truc. Ça dépend peut-être un petit peu du type de thèse, parce que par exemple, si tu as une thèse expérimentale, tu vas aussi avoir toute une partie de prise en main de ton expérience, de réussir à faire des fois faire le montage, parce que des fois tu arrives et il n'y a rien. Et donc, il faut monter la manip, il faut réfléchir à tout ça. C'est long. J'avais un petit chiffre aussi, c'était que 5% des doctorants qui font une thèse SSS, donc une thèse de tournée sciences, ils arrêtent en cours de route. Est-ce que ça, vous l'avez... Enfin, déjà vous, votre ressenti psychologique sur la thèse, et puis est-ce que c'est comment? Est-ce que vous avez vu des gens quitter, et pour quelle raison, quoi? Moi, j'ai commencé ma thèse en même temps qu'un très bon pote à moi et il a pas fini. Et c'était pas faute, c'était pas une question de niveau, c'était même pas une question de résultat. C'est-à-dire que lui, il est arrivé à la fin de sa thèse, il avait des résultats, il avait tout était prêt et en fait, psychologiquement, il a jamais réussi à écrire. Alors que D'accord. c'est quelqu'un qui avait brillamment réussi ses études, hein, qui avait déjà écrit un rapport de 80 pages, qui avait déjà fait des choses. Mais il y a un aspect psychologique qui est hyper dur dans la thèse. Et honnêtement, moi, j'ai rien vécu d'aussi dur psychologiquement Ah ouais, ok. dans mon métier après. Même la prépa, bon, tu t'as fait peut-être pas très long en écho. J'ai mais- pas, ouais, j'ai pas fait très long, mais même la prépa, pour moi, ça a pas de rapport en fait, Ok. parce que c'est vraiment un truc. C'est un travail Je sur soi-même sais aussi. pas comment expliquer, mais Tu te donc remets pas en question, en fait. qu'est-ce qu'il y a? Tu te remets pas en question en prépa. En C'est prépa, ça. tu bosses et puis tu vas tout droit. Ouais. Alors que là, pendant la thèse, En fait, c'est très dur. Tu travailles pendant 3 ans. Et peut-être 2 ans et demi parce que tu vas écrire au bout 6 mois avant la fin. Et du coup, mentalement, c'est très dur parce que tu as travaillé pendant 3 ans et tu dois produire le résultat qui va être des 3 ans de travail. Aujourd'hui, pour être recruté en tant qu'enseignant-chercheur ou en tant que chercheur, il faut un très gros dossier. D'accord. Et si tu te loupes en thèse. Et après, pour moi, le deuxième aspect très dur, c'est que une thèse, t'es très seul.
et t'avances. C'est ton projet, c'est ton truc, et c'est toi qui dois avancer tout seul. Et même quand t'es mal, même quand t'es pas bien, même quand en fait, c'est toi qui dois te botter le cul, c'est toi qui dois y aller. C'est dur de mettre 2 doctorants sur un même sujet parce qu'en fait, ils vont être en compétition. Donc nous, on joue pas à ça. Ils vont travailler ensemble, un article après, celui qui est premier, c'est très important. Tu vas mettre premier, deuxième, dans quel ordre, comment? Là, tu parles d'intérêt personnel en fait et de compétition, et ça, c'est une dualité que moi je connaissais pas du tout. Et en fait, en faisant des stages là-bas, on se rend compte, pas forcément malsain, mais on se rend compte que ça existe, ce côté-là compétitif, et c'est une idée qui est assez peu répandue. Est-ce que d'ailleurs il y a ce jeu de comme ça aussi un peu d'égoïsme, si je puis me permettre, pendant une telle cifre? Pour soutenir la thèse, aujourd'hui, on nous encourage à avoir un certain nombre de publications. Ok. Donc à partir de là, tu as quand même ce challenge de il faut publier. Après, je connais des gens du coup en thèse cifre chez qui l'industriel ne veut pas du tout communiquer sur le sujet, et donc ils ont un papier, ils publient un papier pendant la thèse, et puis après c'est fini. Dans ma thèse par exemple, du coup on a fait l'effort avec l'industriel d'essayer de... Donc je travaille sur des satellites, donc du coup on a fait l'effort de travailler sur un modèle de satellite sur lequel on peut communiquer, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité par des contraintes de propriété intellectuelle ou de confidentialité. Du open source quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est l'idée. Moi je voulais juste savoir aussi, est-ce qu'il y a une plus-value à venir de la fac? C'est quoi les différences entre un mec qui vient de la faculté? C'est quoi les différences d'un mec qui vient d'ingé? Ma vision de la fac, mais je pense que quelqu'un qui vient de la fac, il est plus autonome. Ok. Mais après, pour la thèse, je suis pas sûr, parce que ce qui compte, c'est d'être motivé, d'être passionné par le sujet qu'on fait. Finalement, la formation, dans les deux cas, on a un master. Ok, il y en a un qui s'appelle ingénieur, mais ça reste un master, et on a une base de connaissances. J'ai envie de dire, en école d'ingénieur, niveau communication écrite, vu que c'est quand même quelque chose qui nous est demandé en thèse, on ne travaille pas beaucoup, et c'est plutôt un challenge de venir de ce genre de formation et de passer sur... D'accord. Ouais, je pense que la fac, c'est particulièrement approprié, on va dire, pour continuer dans la recherche. Alors pour plusieurs raisons, tu l'as dit déjà, parce que en fait, à la fac, pour moi, le premier truc, c'est qu'à la fac, t'es laissé tout seul. Tu travailles beaucoup tout seul, et ça c'est sûr que ça c'est un avantage. Et aussi, moi, le deuxième truc que je verrais, en tout cas en étant à la fac, moi, je me concentrais beaucoup sur la compréhension de la physique, sur tout ce qui allait avec, et finalement moins sur tous les exos, moins sur être un bourrin dans pas mal de choses, comme ça peut être le cas en prépa, et comme j'ai pris dans la tête, en tout cas quand je suis arrivé à l'ENS Lyon. Et finalement, quand tu arrives en recherche, on te demande plus de penser par toi-même, de penser les concepts, de penser les choses, et du coup c'est quand même vraiment approprié. D'accord. Il y a un cliché de la recherche publique, on va dire fondamentale, et la recherche privée peut-être un peu plus appliquée. Est-ce que c'est véridique, c'est des préjugés? Moi, je dirais qu'en tout cas, en recherche publique, ça dépend énormément des chercheurs et des sujets. Parce qu'aujourd'hui, nous, pour toutes nos demandes de financement, on nous demande à quoi ça va s'appliquer. Alors, des fois, tu fais du bullshit, en fait. Non, c'est pas du labo, parce que les financements, c'est des financements nationaux ou régionaux, le plus souvent. C'est juste là, en ce moment, la stratégie un peu de l'État, c'est Ouais, c'est la politique depuis une bonne dizaine d'années, voire plus, d'aller vraiment vers des choses plus appliquées, de faire du concret, et puis de faire une partie de recherche fondamentale, mais très très faible, pour des mecs qui sont au top. Ouais. Voilà. Alors, moi, du coup, je sais que dans le process d'analyse du dossier à l'ANRT, donc l'Agence nationale de la recherche, il y a une personne qui regarde l'impact économique de la thèse et les retombées qu'il peut y avoir à faire ce type de recherche. Okay. En gros, est-ce que ce qu'on va faire là, demain, ça va permettre d'amener des emplois dans la région? Est-ce que demain, ce qu'on fait là, ça va permettre de dynamiser un secteur où il n'y a pas forcément beaucoup d'énergie aujourd'hui? Il y a ce genre de questions économiques qui apparemment sont posées pendant l'étude du dossier. Il y a des différences de salaire entre les deux? Alors, oui. Okay. Ça c'est clair. Même sur des financements publics, il y a des différences de salaire. Et après, voilà, si tu es financé sur un projet, tu négocies ton salaire. Donc là, tu peux le négocier, entre guillemets, tu peux négocier plus si tu veux. Et tu négocies... tu vas pas négocier 3000 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, mais voilà, par exemple, moi j'ai un thésard sur un projet là, et lui il est arrivé, il a négocié son salaire, et bon, aujourd'hui il a 1600 net ou 1700 net, donc un peu plus que les autres, mais c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Ok. Ouais, du coup, j'ai un peu honte de le dire maintenant. Non, il faut. Ça a son importance. Ouais, hein. Moi, des échanges que j'ai avec les doctorants qui sont au labo, clairement... En fait, en CIF, il y a un minimum qui est 24 000 euros annuels, brut. On va vers une thèse, on perd... Enfin, le salaire baisse, c'est ça qui est assez marrant, en fait, finalement.
C'était quoi, vous, enfin, quel genre d'étudiant vous étiez pour Studieux ou... Waouh, comme vous voulez, fêtard, comme vous voulez. Bah, plutôt sérieux, hein. Je sais pas, après, en fait, Ça se voit pas j'étais un avec les cheveux, étudiant. mais- Non, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Non, mais ça dépend ce qu'on appelle sérieux, mais en fait, j'ai toujours été vraiment passionné par la physique, ça m'intéressait beaucoup, donc, je passais du temps à lire des bouquins, à lire des trucs qui se rapportaient à ça. Après, ça m'empêchait pas de faire la fête, ça m'empêchait sûr, pas, enfin voilà. Et avec cette idée derrière la tête de se dire, bah, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire chercheur. Ouais, j'étais aussi plutôt sérieux. Sérieux. Par contre, j'ai eu le déclic en dernière année où là, c'était pas juste aller en cours, ça me plaisait d'aller étudier ce qu'il y avait à étudier. Et donc là, c'était pas Enfin, avec la spécialisation enfin, du réseau embarqué en fait. Ok. Mais c'était pas juste sérieux, je vais en cours. La fin en troisième année, c'était vraiment cool, ça m'intéresse, allons-y. C'est une discussion, je vais apprendre un peu plus sur ce domaine-là. Et le profil évolue un petit peu parce qu'au début, c'était bon, bah faut aller en cours, quoi. Alors qu'à la fin, c'était plus une obligation qu'un plaisir. Alors qu'à la fin, c'était vraiment un plaisir sur le type d'activité qu'on pouvait avoir. Et vous deux, bah, toi, déjà, tu es enseignant à l'ENSET. Et puis, PJ, toi, tu étais un peu, enfin, t'étais chargé de TD. Je sais pas si tu l'es encore. Ouais, bah alors du coup, j'ai fini ma charge pour cette année, mais Ok. je fais des vacations à l'ENSET du coup, depuis 2018, depuis le début de la thèse. En fait, c'est super intéressant parce que du coup, on change de position dans la classe. C'est-à-dire qu'avant, tu es dans une position où tu écoutes, tu reçois l'information, et là, finalement, tu te mets dans une position où tu dois donner une information à quelqu'un, faire passer un message. Et c'est là que tu te dis, merde, ah ouais, en fait, il y a un petit peu de boulot, il y a un challenge. Je sais pas si PJ t'a eu la même expérience, mais passer de l'autre côté, c'est incroyable. Tu te dis que t'es un guignol, Ouais. que personne va te prendre au sérieux, tu peux même te décolorer les cheveux. Et en fait, t'as beau faire tout ce que tu veux, les gens ils te regardent ça, ils font oui monsieur. Et t'es là, non mais arrêtez, je dis des conneries et tout. Et ça c'est assez rigolo ce changement parce que moi au début je me sentais mais comme un imposteur. J'enseignais des trucs, je connaissais rien, j'avais regardé la veille, j'étais là. En fait voilà les questions qu'on se pose sur ces trucs-là, voilà et donc saisir juste les enjeux. Et puis finalement bah tu sais pas tout. Mais c'est pas grave, en fait, tu construis aussi avec tes étudiants et tu construis le truc. Ça, pour moi, ça m'a sauvé. Ouais, non, du coup, bah, on peut peut-être repartir sur le débunkage de clichés, de trucs comme ça. Tu voulais aborder quelque chose en particulier, Marco? Je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas abordé là? T'as quoi sur le papier? Moi, j'aurais bien abordé la recherche postdoc, PhD, étranger, France. Un doctorant à l'étranger, c'est super bien payé par rapport à la France. J'ai une stat, si vous voulez. En France, par exemple, le taux de chômage d'un docteur, il est égal à la population, au taux de chômage de la population moyenne. Ouais. Et ouais. Et Merde. ça fait peur pour la suite. Oh non. Désolé. Non, mais chez les chiffres, ça va. Ouais, Les chez statistiques les sont différentes. chiffres, je pense que ça change Ouais. beaucoup. Les statistiques Ouais. sont très différentes. Et par contre, le niveau du taux de chômage du coup des doctorants français, il est 2 fois supérieur à celui de l'étranger. Ouais, donc ça, je pense que c'est vraiment un effet de reconnaissance du diplôme dans la société en France et dans les entreprises. Et donc ça, je pense qu'à l'étranger, notamment, enfin moi je connais aux États-Unis notamment, c'est beaucoup plus reconnu. Okay. Et pour toutes les qualités que ça t'apprend en fait à côté, et pas tant pour ton sujet, alors qu'en France on te parle beaucoup de ton sujet. Cela dit, pour avoir un poste en recherche académique, et c'est fortement conseillé d'aller faire au moins un postdoc à l'étranger. Donc si on veut rentrer chercheur CNRS, c'est impossible de faire autrement. Mais il y a un aspect, quand tu vas à l'étranger, tu connais moins bien la communauté locale. Et donc c'est plus difficile de revenir et c'est plus difficile de se faire connaître. Moi, le recrutement, j'étais déjà en postdoc à l'IMFT, c'était un hasard et ils ont ouvert ce poste et donc les gens ils me connaissaient déjà tous. Et même au-delà de l'IMFT, il y a la moitié des membres du jury qui sont extérieurs, je les connaissais quasiment tous. Parce que je faisais des conférences en France, parce que j'étais dans le système, et donc ça, quand tu vas à l'étranger, bah t'as pas ça. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ton analyse. Même moi, j'avais juste ce point de vue sur l'international. Si tu prends ton stage en France, tu vas forcément rencontrer des gens ou échanger avec des gens. Et donc ça peut te faciliter. Enfin, le réseau, c'est ce qui va faciliter ensuite de trouver des opportunités professionnelles. Et après, sur l'autre point, oui, en France, on sacralise le diplôme d'ingénieur, c'est sûr, hein, par rapport à d'autres endroits où déjà le titre d'ingénieur c'est français. Ouais, c'est en Tu français. regardes moi, j'avais regardé des trucs de recrutement outre-Atlantique, il n'y a pas la case ingénieur.
Et quand j'avais commencé à monter la thèse, il y a des collègues chez Airbus qui m'ont dit fais attention parce que malgré tout, si tu as envie de continuer derrière, on peut te dire t'es trop qualifié. T'as un bac plus 8 pour un boulot d'ingénieur. T'es fort techniquement sur le sujet, mais t'as aussi énormément de soft skills à côté qui accompagnent ça et que t'as développé pendant la thèse. Et on te dit mince, t'es trop qualifié pour faire un boulot de bac plus 5. Alors que c'est un peu dommage en fait. Ouais. Et du coup, la question qui fâche, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aussi français, enfin, je sais pas, en mode d'être un peu lésé vis-à-vis de ton travail? Il n'est pas assez reconnu? T'as pas tant de gens dans la recherche française qui sont là pour le salaire. En général, de toute façon, si t'étais là pour le salaire, ça fait longtemps que tu serais parti faire autre chose. C'est surtout un aspect de financement de ta recherche. C'est-à-dire, combien d'argent on va te donner pour toi faire ta recherche, pour avancer, pour embaucher des thésards, pour payer des manips, pour aller en conférence, pour faire des choses comme ça. C'est plutôt cet aspect-là qui est souvent primordial pour les gens et qui fait, je pense, que les gens vont à l'étranger. Toi, PJ, t'as jamais pensé à partir à l'étranger? Simplement, ouais, j'ai eu envie d'aller à l'étranger, mais pas forcément. Enfin, c'est pas forcément un aspect financier, c'était pour voir d'autres choses. J'ai pas d'a priori, en fait. C'est toujours, en fait, il faut toujours faire la part des choses sur plusieurs points. C'est est-ce que ça nous plaît, ou est-ce que c'est foutu, et est-ce que c'est bien payé, quoi. C'est toujours ce trade-off qu'il faut. Et du coup, je voulais juste revenir. Tout à l'heure, tu disais, et toi aussi, tu as fait un master. Enfin, Marquant, toi, comme tu cherchais peut-être un peu aussi enfin, ça te plaît le domaine de la recherche et tout, tu te poses des questions sur est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut pas le faire? Moi, on m'a dit, vu que là je me dirige vers potentiellement une thèse, on m'a prévenu que le mieux pour faire une thèse, en tout cas en France, le diplôme d'ingénieur étant reconnu, l'équivalence diplôme d'ingénieur master, c'est ok, ça passe, mais à l'étranger, c'est impossible de trouver, d'aller sur une thèse si on n'a pas un master. Chez nous, ça joue. Et je pense qu'il y a des gens qui hésiteraient à mettre à envoyer un étudiant qui n'est pas un master. Mais l'école doctorale m'a posé la question qu'est-ce que vous avez comme expérience tournée vers la recherche? J'avais fait un stage en deuxième année à l'IRI, et puis j'avais le master de recherche. Mais pour la NRT, quand il a fallu convaincre et dire qu'on est la bonne. Enfin, que non seulement le projet est viable, mais qu'en plus on est la bonne personne pour porter le projet, ça fait des arguments en plus. Et du coup, ouais, juste pour rebondir, on parle un peu de candidature en fait là. Par exemple, moi, on sait, PJ, que toi, t'étais l'ancien président N7 Consulting. Toi, tu vas le valoriser dans la recherche, ou alors plus tard, si tu veux t'en éloigner de la recherche. Alors, du coup, l'expérience à la junior, est-ce que je l'ai valorisé pour la thèse? Pour la partie académique, non, parce que c'est pas du tout dans le discours que j'ai amené. C'est-à-dire, bon, les résultats académiques que j'avais dans ce domaine-là, et les projets que j'ai pu avoir. Par contre, côté industriel, quand tu dis, l'argument que j'avais donné, là, pour le coup, c'était vis-à-vis du travail en équipe. Je crois que c'est ça l'argument que j'ai donné à ce moment-là chez Airbus, c'est vis-à-vis du travail en équipe. On a travaillé ensemble, on a une vie d'équipe, et donc ça, malgré tout, ça donne des prédispositions en termes de soft skills, que ce soit pour l'écoute ou l'argumentation avec les gens. Et après, il y a eu les aspects sérieux, organisés, parce que diriger une association qui est aussi une entreprise, ça demande un certain effort. Et ce que je dis souvent, c'est aussi d'être à la tête d'une équipe, entre guillemets, à la tête d'une équipe, même si c'est qu'une association. Quand ensuite tu redescends à l'échelon en dessous, tu te mets à l'intérieur d'une équipe, des fois tu arrives à te mettre à la place de la personne qui est chef et te dire ok, je comprends pourquoi il nous explique les choses comme ça. Ou je comprends que j'ai pas accès à une information, mais c'est pas grave parce que c'est pas mon rôle d'avoir accès à cette information-là. Moi, j'ai pas du tout, quand je recrute quelqu'un, j'ai aucun process de recrutement ou quoi que ce soit. Donc moi, il y a deux aspects par rapport à ça que je juge. Le premier, c'est est-ce que ça passe bien avec la personne? J'accorde énormément d'importance à ça. Bon, ça c'est très perso. Et puis l'aspect, est-ce que je me dis que la personne, elle a bien compris tout ce dont on parlait? Est-ce qu'elle est capable de comprendre le sujet, de me le reformuler, de me l'expliquer? Et puis éventuellement, alors là, l'idéal, c'est vraiment quelqu'un qui arrive, qui finalement a déjà réfléchi au sujet, fait plein de trucs, commence à te proposer des choses et à te dire ouais, pourquoi on ferait pas ça, pourquoi on ferait pas ça. Voilà, alors en plus, quand quelqu'un commence à se mouiller à dire pourquoi on ferait pas ça, il se met gravement en danger entre guillemets parce que s'il dit des conneries, là tu te dis oula. Après voilà, mais il y a pas de il y a pas de truc quand tu te dis par exemple s'il y a marqué que tu as fait du bénévolat ou que tu as fait une entreprise, des choses comme ça. Moi, je vais pas y attacher beaucoup d'importance. Par contre, dans ta personnalité, dans la manière dont tu vas être, évidemment que ça va se sentir, évidemment que ça va influencer. Donc c'est surtout ça moi que je vais juger derrière plus que ce qui a marqué directement sur le CV.